Cette semaine, dans Accès réservé, nous vous proposons de visiter le bunker amiral, le plus grand des 10 bunkers situés dans le parc de Pignerol, à Saint-Barthélemy d'Anjou. Ces 1500 mètres carrés ont été construits en 1943 par l'armée allemande pour commander ses sous-marins. Le lieu est aujourd'hui la propriété de l'agglomération angevine et n'est pas ouvert au public. Nous sommes à l'entrée du bunker amiral, construit en 1943, après les attaques faites sur l'Orient, incessantes par l'aviation alliée, et surtout après l'attaque un raid anglais en mars 1942 sur Saint-Nazaire. L'état-major de la Kriegsmarine voulait un poste de commandement à l'intérieur des terres pour éviter des attaques, et Angers a été choisi pour son calme, sa proximité avec la côte et la tranquillité des habitants. Il y a 11 bunkers qui ont été construits, 10 dans le parc et un à l'entrée de Saint-Barthélemy, donc en 1943, par la même organisation qu'a construit à partir de 1942 le mur de l'Atlantique, l'organisation TOT. 600 travailleurs sont venus ici construire ces bunkers. C'est assez exceptionnel de voir 10 bunkers plus un à l'extérieur dans un parc. Il y avait 1000 Allemands qui venaient ici en formation, des sous-mariniers pour étudier les armes nouvelles, se perfectionner, d'où la construction de baraquements tout autour du château. Il faut savoir aussi qu'Angers était une capitale administrative et militaire importante pour les Allemands, depuis la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. L'administration militaire allemande, le centre de gravité, c'était ici Angers pendant la guerre. D'où le nombre important d'Allemands qui ont vécu ici pendant les années d'occupation. Nous sommes actuellement dans le bunker amiral qui a une surface de 1500 mètres carrés et avec des épaisseurs de murs de 3,60 m et des plafonds de 3,60 m d'épaisseur de béton armé, qui pour l'époque était extraordinaire. Il faut se remettre bien sûr 70 ans en arrière. Et ce bunker amiral, avec ces épaisseurs de béton, était capable de résister à des bombes d'1 tonne. Pignerol, on l'appelle donc le BDU, West, c'était le nom de code allemand. Donc c'était bien sûr principalement un centre de radiocommandement, donc on dirigeait les sous-marins depuis ce bunker amiral. Mais Pignerol, c'est aussi un centre de repos pour les sous-mariniers. Donc ça, c'était assez courant en France. L'amiral Donitz, ancien sous-marinier, choyait ses hommes. Hein, je rappelle quand même que la durée de vie d'un sous-marinier à la fin de la guerre était de 37 jours. Donc Pignerol était un centre de repos que les sous-mariniers surnommaient U-boat pâturage. C'était également un centre d'intendance du matériel. Le moindre achat de matériel passait par Pignerol, donc un périscope pour un sous-marin, eh bien l'achat se faisait par Pignerol et le périscope était envoyé directement à la base. C'était aussi un centre de gestion du personnel, donc toutes les affectations sur les sous-marins et les bases passaient par ici. Il y avait aussi un journaliste en permanence de la Propaganda Company, donc qui filmait donc les actualités pour la propagande allemande, avec un laboratoire photo. Et c'était également un centre un lieu important de réunion où Donitz est venu au moins une quinzaine de fois ici, où il recevait et il réunissait tous ses chefs de flottille, ses capitaines de U-boat pour des remises de décoration très importantes.
À la base, il y avait 1000 hommes sur Pignerol, principalement de la Kriegsmarine, donc l'armée de la marine allemande, des souris grises, les secrétaires qui étaient souvent affectés aux transmissions, donc on les appelait souris grises parce qu'elles étaient habillées en gris souris. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a 2 pièces qui étaient ici dans ce bunker attribuées, l'une à l'amiral Dönitz, s'il voulait être en sécurité, et en face, vous aviez la chambre de son maître de quart, l'officier maître de quart. Mais autrement, les officiers en temps normal habitaient dans le château de Pignerol. Il faut savoir que le 9 août 1944, les Allemands ont quitté Pignerol. Angers a été libéré le lendemain, le 10. Et le commandant de la base, qui s'appelait Hans Rudolf Rosing, ordonne de miner tout le terrain de Pignerol et de mettre le feu dans ce bunker amiral. Les Alliés, lorsqu'ils viennent libérer Pignerol, ne peuvent que constater un incendie de très grande importance. Ils n'ont même pas pu rentrer à l'intérieur et la seule chose à faire, c'était de fermer les portes et que l'incendie s'éteigne par lui-même au bout d'une semaine. Donc, on pense que les archives, le matériel, les radios, les traces écrites de messages codés, etc., tout a disparu à ce moment-là. Mais on ne désespère pas puisqu'on fait des travaux de recherche en Allemagne, aux États-Unis, en Pologne, etc. Ce bunker a eu 3 vies, entre guillemets. La première, donc, centre de radiocommandement de la Kriegsmarine pour diriger les meutes de sous-marins. Deuxième vie, il faut rappeler quand même que Pignerol est un gisement historique exceptionnel. Pendant 20 ans, ce fut une cité d'urgence de relogement. Et donc, vous imaginez l'aire de jeu, je dirais à ciel ouvert, pour les nombreux gamins qui ont vécu dans cette cité. Donc, on pouvait y rentrer comme on voulait. Donc, c'était une formidable aire de jeu pour la cité d'urgence. Et la troisième vie, nous sommes dans les années 65-70, nous sommes en pleine guerre froide. Pierre Messmer, qui est ministre du général de Gaulle, ancien résistant, avait connaissance, vu sa carrière durant la Seconde Guerre mondiale, avait connaissance de ce bunker amiral qui avait des cotes hors normes. Et donc, nous sommes en pleine guerre froide, on décide de le transformer en abri anti-atomique pour le général de Gaulle. Donc cet abri est inachevé et sera entretenu jusqu'en 1992. Donc aujourd'hui, le contenant est un bunker allemand et le contenu, ce qui reste, c'est un abri anti-atomique inachevé. Les vestiges Seconde Guerre mondiale et matériel allemand sont restés et sont intacts. En particulier cette porte blindée qui est réglementaire et typique des bunkers allemands, eh bien, sont encore présentes et en parfait état. Et même on voit d'autres installations typiquement allemandes, en particulier les ventilations qui sont encore sur les murs. Donc tout n'a pas été détruit. En tout cas, la particularité, c'est qu'on retrouve du matériel allemand dans ce bunker de l'armée française des années 70. Alors là, nous sommes toujours dans le bunker amiral, mais là, période abri anti-atomique, et nous sommes en particulier dans la cuisine. Vu l'état du matériel, elle n'a jamais servi, hein, puisque je rappelle que cet abri anti-atomique est inachevé. Voilà, donc c'est un parfait état, rien n'a bougé, il y a encore des produits d'époque, le mobilier d'époque, l'éplucheuse à patates qui est assez rare, des belles plaques inox, enfin tout est en très très bon état. Donc je pense que ça n'a pas servi bien longtemps. Pendant la présence française, combien de personnel, combien de pièces, à quoi servait exactement, ça, on ne le sait pas pour l'instant. Tout est à découvrir. Là, on est vraiment dans la partie la plus intéressante de ce bunker abri anti-atomique. Nous sommes dans la salle des machines. Alors derrière moi, un énorme moteur diesel
comme il y a sur les bateaux de l'armée française, donc, qui étaient installés ici pour que les militaires, en cas de conflit ou de confinement ici, puissent vivre en parfaite autonomie, puisque ici on a besoin bien sûr d'électricité, d'air renouvelé, d'étanchéité, de compression d'air, etc., etc. Donc ici c'est le moteur qui a moins de 700 heures de fonctionnement. Donc je rappelle que ce moteur, entre autres, a été entretenu jusqu'en 1992. Il y a un technicien qui passait pour le redémarrer régulièrement. Et donc ça, c'était vraiment la salle, le cœur du bunker amiral pour vivre vraiment en autonomie. Nous nous trouvons actuellement dans le passage souterrain qui relie le château de Pignerol au bunker amiral. Donc là, précisément, au-dessus de nous, vous avez le sous-sol du château de Pignerol. Il est d'une longueur de 133 mètres de long et une hauteur de 1,95 m. C'est le seul souterrain qui existe à Pignerol. On entend beaucoup de choses comme quoi il n'y a rien qui relie Pignerol au centre-ville pour les soldats allemands, etc. Mais non, il y a notre connaissance, c'est le seul qui existe, qui relie donc le château de Pignerol au bunker amiral. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, beaucoup de joggeurs qui s'entraînent à Pignerol passent au-dessus d'une énorme montagne de terre, et en fait c'était la terre qu'avaient enlevé les Allemands ici pour creuser ce souterrain et qui l'ont accumulé derrière nous, enfin un peu plus loin, et qui sert aujourd'hui de but pour courir et faire ses mollets. Alors l'humidité est très dévastatrice. L'eau pénètre par infiltration à travers les 3,60 m d'épaisseur de béton armé. Elles sont tombées sur le faux plafond et vous voyez que le faux plafond est tombé au sol. Ça fait une bouillabaisse de dalles de plafond des années 70. La première chose qu'il faudrait faire si on envisageait de valoriser ce patrimoine exceptionnel, c'est d'étanchifier par l'extérieur le toit du bunker amiral. Et puis des travaux aussi importants. Alors on a fait faire une analyse récemment par rapport à l'amiante, parce que dans les années 70 on mettait de l'amiante partout. Donc effectivement il y a de l'amiante dans ce bunker amiral, principalement sur les murs, le sol, mais pas dans toute la surface du bunker amiral. Ce lieu n'est pas accessible aux visites et aux visiteurs et aux touristes. C'est Angers Métropole qui possède les clés, mais personne n'est autorisé pour l'instant à y pénétrer. Le bunker amiral de Pignerol, 1500 m², qui était un centre de radiocommandement qui dirigeait les terribles meutes de sous-marins, les loups gris de l'amiral Dönitz, et le fer de lance de Pignerol. Et pourquoi pas, ça serait le Graal, un jour, de valoriser cet ensemble, et pourquoi pas, à travers un mémorial, raconter toute l'histoire de Pignerol, qui est un gisement extraordinaire, une accumulation de points historiques du XXe siècle très très important.